Donc merci d'être venu pour cette réunion qui est dédiée à notre système de santé. Je voulais remercier également le monsieur Xavier Aquin, qui est le maire d'Ermont, qui a mis à disposition cette salle pour qu'on puisse se réunir ce soir. Un grand merci également au sénateur Sébastien Meurant et à son équipe, madame Virginie Bourdon et monsieur Studziska. Grâce à eux, toute l'organisation logistique a pu se faire de façon extrêmement fluide. Ils ont beaucoup travaillé pour préparer donc cette réunion. Je remercie également tous les intervenants qui sont là ce soir. Ce sont des intervenants qui ont des responsabilités très importantes au niveau national et qui ont trouvé le temps de nous consacrer cette soirée. Il y en a certains qui viennent de très loin, hein. Il y en a qui viennent de Toulouse, comme Jérôme Marty, Philippe Cuc qui va arriver également. Les intervenants seront présentés au fur et à mesure, ce qui sera plus clair pour vous. Et donc ça sera Nada Nadif qui anime ces tables rondes, qui vous les présentera. Je tiens à remercier également Nada qui a accepté d'animer ces deux tables rondes. Elle est consultante en management hospitalier France et Maroc et elle est également membre du Collège des personnes qualifiées de l'Institut Santé depuis sa création. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-François Damour, médecin vasculaire à la clinique Claude Bernard à Ermont. Et en 2017, il y a 5 ans, ça fera 5 ans le 29 mars, a été créé un mouvement citoyen qui s'appelle l'opération Carte dévitalisée et dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'en effet, il y ait des réformes qui soient faites, qui deviennent urgentes. Et on veut qu'en plus des acteurs habituels, il y ait les représentants des patients, puisque le système de santé, il s'adresse quand même à eux. Donc, la moindre des choses, c'est quand même de leur demander leur avis. Et non pas de faire passer des lois comme ça se fait depuis plusieurs années, des lois en catimini où personne n'est au courant et tout d'un coup le patient se trouve confronté à des situations qui sont très, très inconfortables. On souhaite également qu'il y ait tous les représentants, enfin plutôt les représentants de toutes les professions de santé, puisque nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe et donc nous avons des idées pour améliorer les choses. Et puis bien sûr, on veut travailler avec des économistes de la santé pour optimiser donc l'organisation de ce futur système de santé. Donc il faut savoir que notre système, comme vous avez pu le remarquer, se dégrade fortement, puisqu'en 2000, l'OMS disait qu'on était le meilleur système de soins au monde, et le dernier classement nous a rétrogradé au 24e rang. Et pourtant, nous avons des professionnels de santé donc, qui sont exceptionnels par leur qualité et qui sont reconnus donc, au niveau international. Donc notre système de santé actuellement est au bord du gouffre. Je vous donnerai simplement deux exemples. Vous connaissez tous, je pense, l'hôpital Bichat à Paris, donc, qui a un service de médecine neurovasculaire dont l'objectif est d'accueillir les patients qui font un accident vasculaire cérébral, notamment ceux qui font un accident vasculaire cérébral à cause d'un caillot qui est bloqué dans une artère du cerveau. Et donc il faut savoir que ce genre de patients, il faut déboucher leur artère dans les 4 heures qui suivent le début de l'incident. Et si ce n'est pas fait, le patient aura des séquelles irréversibles. Et ce service donc, comporte 28 lits. Et actuellement, sur les 28 lits, il n'y a que 4 lits qui fonctionnent, étant donné qu'on manque d'infirmières et d'aides-soignantes. Actuellement aussi, ce qui ne s'était jamais vu avant, il y a des déprogrammations d'interventions chirurgicales, aussi bien dans les cliniques que dans les hôpitaux, par manque de penseuses donc, qui aident les chirurgiens à opérer. Il devient urgent de refonder notre système de santé, et c'est ce que nous propose donc Frédéric Bizard, qui est économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Il est également le président fondateur de l'Institut Santé. Il est également professeur donc, à l'ESCP. Et son dernier livre, qui est paru donc, en octobre 2021, L'autonomie solidaire en santé, contient ses propositions de réforme qui visent
à redonner à la France sa place donc, de leader mondial pour la santé, comme c'était le cas en 2000. Donc Frédéric rencontre actuellement les candidats à la présidence de la République pour leur exposer ses propositions et puis surtout pour leur remettre son livre. Donc, il y a quelques valeurs qui sont non négociables pour le futur système de santé. Elles sont non négociables, excusez-moi. Elles ne sont pas suffisantes, mais il est extrêmement important que notre système de santé continue à reposer sur la solidarité entre les Français. Il est également très important que le secret médical soit préservé. Et donc, avant de débuter ces échanges, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui m'aident depuis mars 2017, qui était la fondation de l'opération Carte dévitalisée, dans les actions qui visent à améliorer nos systèmes de santé. Donc, par ordre chronologique de rencontre, je citerai donc M. Sébastien Meurant, qui, grâce à sa société de communication JSB Conseil Média, m'a aidé tout au long de la carrière de l'opération Carte dévitalisée. Actuellement, donc, il m'aide à faire des podcasts qui permettent de traiter donc, les problèmes que rencontre notre système et à proposer donc, des solutions. Je remercie également vivement le sénateur Meurant qui nous aide depuis 2017. Je tiens aussi à remercier vivement donc, le docteur Philippe Cuc, qui va arriver avec un petit peu de retard parce qu'il a eu des soucis, qui est co-président donc, national du Bloc, qui est un syndicat national qui réunit des chirurgiens, les anesthésistes et puis également les obstétriciens. Je remercie également le docteur Hamon, qui était là aussi dès le départ, qui m'a soutenu. Et je remercie également Jérôme Marty, qui était présent, avec qui nous avons fait d'ailleurs la première conférence de presse, donc fin mars, pour lancer l'opération Carte dévitalisée. Je remercie également Frédéric Bizard, qui a toujours répondu présent quand j'ai organisé des réunions. Je tiens également à remercier Madame Huette, qui est la présidente de Famille de France, donc on travaille avec Famille de France depuis aussi 2017. Et je remercie également Monsieur Vieuxville, puisqu'on travaille ensemble depuis quelques mois, à mettre au point des propositions pour améliorer donc, les déserts médicaux. Et donc, on pense que le fait de faire des propositions qui unissent des professionnels de santé et qui unissent les patients donnera plus de poids à nos demandes. Voilà, donc je laisse la parole à Nada qui va animer donc, cette première table ronde qui sera suivie donc, d'une conférence qui sera effectuée donc, par Frédéric qui nous présentera son projet de refondation du système de santé. Et ensuite, nous aurons une deuxième table ronde et nous pourrons tous débattre ensemble. Voilà, Nada, si tu veux commencer. Merci beaucoup, cher Jean-François, d'avoir organisé cet événement. Je tiens aussi à remercier monsieur le sénateur Sébastien Meurant de nous accueillir et de permettre la faisabilité de cette table ronde ce soir. Mes chaleureux remerciements également à monsieur Jean Studenska également d'avoir œuvré pour l'organisation de cette table ronde. Alors la question majeure qui nous réunit ce soir, c'est la refondation du système de santé en France et quelles sont aujourd'hui les priorités et votre vision. Je vais commencer par m'adresser au docteur Agnès Ricard-Ibon. Vous êtes une professionnelle de santé, une médecin urgentiste, donc vous êtes au cœur du terrain, de l'actualité. Quelle est aujourd'hui votre vision et quelles sont les priorités pour répondre à cette question ? Alors, la problématique actuelle, c'est l'accès aux soins. On sent bien que sur tous les territoires de France, il y a des problématiques d'accès aux soins. Et que le numerus clausus, même s'il a été levé, il va falloir plus de 15 ans pour que ça s'améliore. Et on ne peut pas se croiser les bras en se disant on va attendre 15 ans que ça s'améliore. Donc on a une responsabilité majeure qui est de proposer quand même une amélioration du système malgré ces contraintes. Et il y a des solutions quand même. Et ces solutions, c'est une meilleure coopération entre la ville et l'hôpital
plutôt que travailler en silo, comme on l'a fait jusqu'à présent, on a, nous, professionnels, une responsabilité majeure d'améliorer l'offre de soins en travaillant mieux ensemble, et c'est possible. Et cette crise Covid nous a montré justement, il y a quand même eu des points positifs, c'est qu'on a booster cette coopération entre la ville et l'hôpital. Et si on peut montrer les trois diapos que j'avais préparés, on a pu booster cette coopération ville-hôpital. Et il y a une responsabilité des professionnels, mais il y a aussi une responsabilité des patients de mieux utiliser en fait le système de soins. Et c'est un patient, alors je parlais de ce que je connais, c'est-à-dire l'urgence réelle ou l'urgence ressentie. Quand on a un problème non programmé, enfin qui survient comme ça de façon urgente, ce qu'on veut surtout pas voir, c'est ça. C'est ce qu'on a observé, que ce soit en Écosse, que ce soit au Portugal, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie. Ces files d'ambulance qui n'arrivaient pas à rentrer dans les services d'urgence parce qu'en fait tout le monde se précipitait sur l'hôpital, alors que l'hôpital n'était pas en capacité d'accueillir tout et qu'on pouvait très bien, en fonction de son niveau de gravité, être réorienté vers la ville. Et on a, pendant cette crise Covid, eu une formidable mobilisation de la médecine générale qui est venue au SAMU Centre 15 et qui a renforcé le SAMU Centre 15 pour justement évaluer le niveau de gravité pour les patients et réorienter vers la ville. Et il y a eu une très forte mobilisation, y compris par les élus, les centres Covid municipaux, les cabinets qui se sont mobilisés pour que justement ils puissent accueillir ces patients qui n'avaient pas besoin du plateau technique de l'hôpital et qui pouvaient être réorientés vers la ville. On a la chance en France quand même d'avoir le SAMU Centre 15 qui, pour tout patient, même dans les déserts médicaux les plus reculés, on a un accès quand même, il y a un accès à un avis médical. Et l'avis médical, il va pouvoir donner un conseil à la maison, diapositive suivante, si c'est possible. Il y a plusieurs options en fonction du niveau de gravité qui va être évalué par le patient. On envoie soit les équipes du SAMU qui vont directement en réanimation, soit on réoriente vers la ville et on a développé à la fois les partenariats avec les médecins de ville, mais aussi les conseils médicaux avec la pharmacopée de la maison et la téléconsultation parce que de temps en temps, il n'y avait pas de visite à domicile possible. Et par cette coopération entre la ville et l'hôpital, l'urgence vitale qui est réservé, enfin qui allait directement dans les services spécialisés et ceux qui n'avaient pas besoin du plateau technique et la mobilisation de la médecine de ville, aucune des images des files d'ambulance n'a été vue en France. Et non seulement aucune de ces images n'a été vue, mais on a même fait baisser l'activité des services d'urgence, on a fait baisser l'engorgement des services d'urgence, justement en utilisant mieux le système de soins. Et il y a une responsabilité des professionnels de santé de mieux travailler ensemble, mais il y a une responsabilité aussi de la population de mieux utiliser le système de soins pour le préserver, parce que sinon ça va s'écrouler. Tout à fait. Et pour mieux utiliser le système de soins, il faut appeler le médecin traitant quand il n'y a pas de signe qui inquiète. Il faut appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences pour ne pas engorger inutilement le service des urgences. Et à ce moment-là, il y a un médecin qui permet de réorienter correctement vers la médecine de ville ou vers l'hôpital. Absolument. Merci beaucoup Agnès. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour répondre aux questions du public. Je m'adresserai maintenant à Frédéric Bizard. Alors Frédéric, quelle est votre analyse, votre vision? Alors merci beaucoup d'être là malgré votre état de santé. Je sais que vous sortez d'un accident, vous êtes fatigué, donc merci d'être là. Quelle est votre analyse, votre vision et puis peut-être quelques pistes de réflexion et espoir de solution pour notre système de santé français? Bien, merci à tous les organisateurs, sénateur Meurant, monsieur Damour. Bravo pour essayer de faire débattre sur un sujet qui n'intéresse pas nos politiques, qui intéresse les citoyens. Donc je pense qu'on ne perd pas notre temps, mais qui est un sujet extrêmement complexe puisque comme dans tous les pays, on est à une histoire où il faut refonder le système. On est à la fin d'un système. Je vais essayer de vous démontrer, cher docteur, qu'on n'est plus dans le modèle de l'accès aux soins, qui était le modèle de 1945, mais vous avez raison de le souligner, c'est que malheureusement, même en restant dans ce modèle-là, qu'on essaie de préserver, évidemment, on n'arrive pas à le préserver, il s'effondre. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Combien de temps j'ai, Nada ?
Non, mais parce que c'est pas des pistes, il faut essayer, en fait, donner un peu de Alors, contenu. Alors moi, je suis porte-parole ce soir, en fait, d'un centre de recherche qui s'appelle l'Institut Santé, que j'ai fondé avec d'autres personnes et qui travaille depuis 3 ans avec beaucoup de personnes qui sont là, comme mes voisins qui sont là, des professionnels de santé, où chacun a apporté sa pierre d'une façon ou d'une autre à la réflexion de fond sur comment est-ce qu'on reconstruit un modèle à la française, c'est-à-dire en ne faisant pas table rase du passé, mais en gardant les valeurs fondamentales du modèle, puisque c'est toujours comme ça qu'on fait quand on repense un système. Le système français est extrêmement spécifique, mais tout en l'adaptant aux enjeux, en relevant les défis. Bon. Alors, quelques mots d'abord sur pourquoi, parce que si on ne partage pas le diagnostic, je pense qu'on va essayer de partager, mais avec ceux qui sont là, qui sont des usagers pour une partie, des professionnels de santé, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut transformer le système, et donc pourquoi est-ce que si on ne le fait pas, ce système s'effondre. Bon. Il y a 3 raisons à ça. C'est ce qu'on appelle la triple transition. Il y a une première transition qu'on connaît tous, qui est la transition démographique, mais qui est, je ne sais pas ce que vous voyez derrière, oui, qui est d'une intensité historique. Ça fait 200 ans à peu près que la population française vieillit, donc il n'y a à peu près rien de nouveau, sauf qu'elle n'a jamais vieilli autant qu'elle ne va vieillir entre 2010 et 2040. Vous avez derrière moi un petit peu la structuration de la population par âge et son évolution de 2020 à 2070, je crois. Bon. Et là, vous avez véritablement la transformation de la population avec tout son impact que ça a pour évidemment la protection sociale, mais bien au-delà de la protection sociale. Ce qui est assez intéressant dans la campagne électorale que nous vivons, c'est que tout le monde parle des événements de la population, migration, tout ce qu'on veut, sauf de la seule chose qui est certaine, il n'y a qu'une seule chose qui est certaine avec l'évolution de la population, c'est le vieillissement. Et c'est pour ça qu'en fait, la problématique de la population, elle n'est plus en Asie ou dans les pays qui ont une forte population, elle est dans les pays occidentaux parce que c'est le problème principal. Et vous savez que c'est une question toujours de perception, c'est qu'en fait, on voit ou on croit ce que l'on a envie de croire. Et donc, on ne veut pas voir les conséquences de ce problème de vieillissement depuis une 30aine d'années. Et vous savez que la démographie, c'est un peu la mère des sciences sociales. S'il y a bien une chose que l'on peut projeter avec beaucoup de précision à 30 ou 40 ans, c'est la démographie. Donc les problèmes que nous avons aujourd'hui liés au vieillissement, dont la dépendance, dont la retraite, dont la santé, ça fait 30 ans qu'on pouvait l'anticiper. Ça ne vous a pas échappé que ce quinquennat n'a traité ni la dépendance, ni, pas qu'il n'a pas essayé, mais il n'a pas réussi, ni les retraites, ni la santé. Bon. Alors, à la vitesse où ça va, c'est évident que ça montre, mais je pense que n'importe quel autre gouvernement aurait fait la même chose, parce qu'il faut être prêt. Et vous voyez que ce n'est pas sur la table, excepté quelques mesures paramétriques. Alors, qu'est-ce que ça change pour la santé ? Notre système de santé actuel, qui est un système de soins, qui n'est pas un système de santé, est basé sur, comme l'a dit le docteur avant moi, sur une stratégie d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de la santé des individus lorsqu'ils sont malades. Et c'est ce qu'il faut faire quand vous créez un système de santé, c'est ce qu'on fait, moi je travaille pour des pays émergents, c'est ce qu'on fait. D'abord, il faut médicaliser les territoires. Donc il faut rendre accessibles les professionnels de santé à l'ensemble de la population. Et en effet, c'est la France qui a le mieux réussi ce défi-là. D'accord ? C'est probablement la France, grâce à ce système de CHU complété par le système de l'exercice libéral, qui a le mieux à la fois associé une médecine d'excellence et une médecine accessible. D'accord ? D'où ce trophée de premier système du monde, le premier système de soins. J'avais dit à ce moment-là, j'étais aux États-Unis, que c'était le chant du cygne, parce que c'était la gloire du passé, mais que ça ne pouvait pas répondre aux besoins du futur. Bon, évidemment, c'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison, mais c'est une question d'essayer de convaincre. Et de toute façon, en santé, il y a une règle, c'est que vous ne pouvez convaincre personne. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. D'accord ? Donc il faut que le système soit par terre, s'effondre. C'est vrai dans tous les pays. Bon. Alors, donc, cette stratégie d'accès aux soins dans une population qui vieillit est vouée à l'échec. Si vous ne vous occupez de la santé des personnes que lorsque la maladie arrive, c'est-à-dire que lorsque le risque qu'est la maladie s'exprime, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus maîtriser le système.
Vous ne pouvez plus maîtriser les dépenses et vous ne pouvez plus garantir l'accès aux soins à tous. Parce que je rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de professionnels de santé en France, il y a simplement des professionnels de santé qui ne veulent plus exercer dans les lieux de soins. Il y a plus de 150 000 infirmiers et infirmières qui sont en âge de travailler, qui ont le diplôme, mais qui ne travaillent pas. Bon, ce n'est pas quelques milliers. On estime 150 à 200 000. 25% des médecins qui sont formés aujourd'hui ne vont pas dans le soin. Bon. Donc là aussi, on voit ce que l'on a envie de voir. On voit ce qui est plaisant de voir, c'est-à-dire de dire on manque de ressources. Puisqu'en général, quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas le problème, on dit on a un problème de ressources. C'est tout sauf un problème de ressources, la santé. On n'a jamais eu autant de ressources financières, humaines, de technologie. On est dans des révolutions technologiques qui sont absolument hallucinantes. Là aussi, il faut prendre juste conscience, je suis dans le diagnostic, de l'écart entre la richesse des ressources et l'état du système. Bon. Mais vous pouvez interroger tous les sachants du système, ils vous parleront pendant des heures des problèmes de ressources. Ben non, ce n'est pas un problème de ressources. Et donc, cher Frédéric, donc c'est un problème. Oui, mais attends, non, mais il faut que je. Enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a un peu une confusion. Est-ce que c'est une table ronde où parce que ce qui était prévu, c'est que je présente le nouveau modèle. Parce que si c'est une table ronde où on discute, à ce moment-là, les personnes ne connaissent pas le nouveau. Mais ça ne me dérange pas, hein. Mais si tu veux, c'était pas comme ça que c'était prévu. Donc, soit je présente le nouveau modèle, et puis après, c'était comme ça, c'est-à-dire que les experts qui sont là en discutent de ce qu'ils veulent discuter et sur les choses. Mais c'est pour ça que il y a un peu une confusion là. Ah oui, d'accord, non, c'était pour échanger, d'accord. Ouais, mais excuse-moi, ça c'est mon biais de prof, c'est que j'aime bien essayer de convaincre parce que je peux te dérouler le nouveau modèle sur la chose. Donc, la nouvelle stratégie qu'il faut, c'est-à-dire que l'impact démographique change la stratégie de tout le système. D'une stratégie, c'est quoi une stratégie de santé? C'est une stratégie de gestion de risque. Il faut savoir qu'un système de santé, c'est un système de gestion de risque, comme tous les systèmes sociaux. Donc, il faut regarder comment je gère ce risque. Eh bien, ce risque, je ne peux plus le gérer en attendant qu'il s'exprime. Je dois le gérer le plus tôt possible, en amont, par anticipation. Et je dois tout faire pour que ce risque ne s'exprime pas. C'est la même chose pour le chômage. On a compris depuis 4-5 ans qu'il ne fallait pas attendre que les gens soient au chômage, qu'il fallait faire de la prévention. Et comment on fait de la prévention pour ne pas être au chômage? On investit sur les compétences. On forme les gens. D'accord? C'est la même chose en santé. Il faut former les gens en santé. D'accord? Pour qu'ils conservent leur capital santé le plus longtemps possible. Vous voyez, je n'utilise pas le mot prévention parce que c'est bien au-delà de la prévention. C'est une stratégie. Bon. Donc, le phénomène démographique explique que le système de 45, qui a été développé dans tous les pays développés, n'est plus viable aujourd'hui. D'accord ? La deuxième transition, c'est la transition ce qu'on appelle épidémiologique. C'est une transition où, en fait, le risque, qui est encore une fois la maladie pour la santé, en fait, se transforme, est transformé. Comment il se transforme? Il se transforme par un allongement considérable de la durée de ce risque. Okay? C'est vrai pour tous les risques sociaux. Le chômage, on était au chômage quelques semaines, il y a 30-40 ans. On est maintenant 1,5 million de Français sont au chômage depuis 2 ans. D'accord ? Avant, on était malade principalement de pathologies aiguës, on est malade de pathologies chroniques, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Grâce au progrès médical, on peut vivre pendant des années avec sa pathologie. Sauf que, en fait, on vit avec une pathologie et on meurt de sa pathologie, mais on vit des années. Il y a encore relativement peu de pathologies, malheureusement, où on en guérit, même si des pathologies très, très graves comme le cancer, heureusement, il y a plus de 50% maintenant de Français qui s'en sortent. Bon. Donc l'allongement de la durée du risque change aussi la façon avec laquelle on va gérer ce risque. Le système de 45, c'est un système qui se substitue aux individus dans la gestion de ce risque. C'est un système qui dit ne t'inquiète pas pour ta santé, j'ai mis des professionnels de santé qui vont prendre en charge ta santé. Donc c'est pas ta responsabilité. D'accord ? C'est la même chose pour la retraite, c'est la même chose, encore une fois, pour le travail. Je prends volontairement des choses pour comprendre que la santé s'inscrit dans un modèle social. Bon. Eh bien, quand le risque est long, c'est-à-dire quand les individus, vous allez vivre pendant des années, il faut non pas investir simplement dans le système, dans l'offre, mais il faut investir dans vos capacités individuelles. C'est-à-dire, d'où le titre d'autonomie solidaire, il faut bien comprendre la notion d'autonomie, il faut vous rendre capable, d'abord capable de gérer votre capital santé avant que la maladie s'exprime le mieux possible,
Parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien d'inné dans la santé. On ne naît pas sachant pour gérer sa santé, on est ignorant en tout, mais notamment en santé. D'accord ? Et que pour une majorité d'individus, rester en bonne santé, c'est une ascèse. Rester en bonne santé, c'est un effort colossal. Parce que l'être humain est fait comme il est fait. Il y en a pour qui ce n'est pas un effort, mais une majorité des gens, c'est un effort. Donc si vous éduquez pas les personnes en matière de santé, les gens, globalement, ont un comportement qui n'est pas sain pour leur santé. Bien. D'où l'explosion des inégalités sociales de santé avec le vieillissement. Parce qu'une des conséquences, quand vous n'avez pas la bonne stratégie avec le vieillissement, c'est que vous avez en fait une explosion des inégalités sociales de santé. Quand les gens vivent pas très âgés, vous avez moins d'inégalités sociales, puisque les inégalités sociales sont avant le soin. Notre système qui reste solidaire a peu d'inégalités sociales dans le soin, même si ça se creuse maintenant. Enfin, bon, mais globalement, il en a assez peu, grâce notamment à son financement solidaire. Mais il y a une explosion des inégalités sociales de santé avant. Donc il y a un gradient social dans la bonne santé. D'accord ? 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches en France. Okay ? 4 ans de différence d'espérance de vie entre ceux qui vivent dans le Nord et ceux qui vivent à Paris. 6 ans et demi d'écart d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. C'est fini la mine, hein. Les gens ne sont plus... mais 6 ans et demi. Double peine de l'ouvrier qui vit moins longtemps et qui vit en bonne santé moins longtemps. Bon. On se contente de ça, alors on me dit, et alors on a l'air de bien vivre avec ça. Sauf que la Covid nous a montré que non seulement l'absence de bonne santé pouvait altérer nos libertés fondamentales, mais évidemment, la crise Covid est avant tout une épidémie de maladies chroniques. Parce que si on avait une majorité de gens bien portants dans le pays, il est évident que la Covid, on l'aurait très facilement gérée. Bon. Donc c'est avant tout l'état de santé d'une population très dégradée qui a montré la fragilité de cette population pour le Covid et tout ce qui va arriver après. La meilleure prévention pour gérer les prochaines pandémies, c'est évidemment d'améliorer l'état de santé de la population. Alors vous allez me dire, t'es gentil, mais hey, tu nous dis que la population vieillit. Non, mais le problème, c'est pas le vieillissement. Je vous rappelle qu'on ne vieillit pas, on rajeunit. Hein ? D'une génération à une autre, on ne fait que rajeunir. Le vieillissement de la population n'a rien à voir avec l'allongement de la vie. Et le fait qu'on prenne de l'âge, c'est que dans une population, vous avez une part des plus de 65 ans qui augmente. Pas vous faire, mais il faut comprendre. Évidemment, il y a des confusions très importantes. Donc, nous ne vieillissons pas, nous rajeunissons. Et le but du système de santé de demain, c'est de faire en sorte que les gens aient une espérance de vie en bonne santé la plus longue possible. C'est-à-dire que c'est le curatif par défaut et la bonne santé par excès. C'est simple. C'est-à-dire que le curatif, c'est quand on a échoué. Mais le premier objectif du système de santé, c'est que les gens ne tombent pas malades. Vous allez me dire, c'est une évidence. Oui, sauf que c'est une stratégie totalement inversée par rapport à celle qui est maintenant, où le système de santé guérit, les guérit pas, mais soigne les gens. D'accord ? Alors, ça n'a rien de dévalorisant pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce que vous dites ça aux hospitaliers, parce qu'on va commencer à voir qu'en fait tout va se passer plutôt dans l'ambulatoire. Donc vous avez les hospitaliers qui montent dans les tours. T'inquiète pas, il y aura encore de l'hôpital. Et puis souvent les médecins ils se disent t'es gentil, mais tu veux dire qu'en fait nous, on va... Non, t'inquiète pas, il y aura du travail pour tout le monde, mais ça va transformer le modèle. D'accord ? Bon. Donc ça c'est la deuxième transition. Troisième transition, c'est la transition technologique, vous le savez, mais il faut bien voir que la santé est au cœur d'une hyper-révolution, c'est-à-dire de plusieurs révolutions. Numérique, l'intelligence artificielle, donc les sciences cognitives, la robotique, les nanotechnologies et bien sûr les biotechnologies. Eh bien, toutes ces révolutions, elles vont nous donner les moyens de gérer les deux premières. Mais il y a souvent une confusion. Quand je vois des gens travailler sur le cabinet 2030, par exemple, et tout ça, c'est qu'en fait, vous regardez le truc, mais je comprends, hein, mais c'est juste un travers de raisonnement. C'est qu'on se dit, en fait, on va utiliser les outils pour transformer le système. Et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, puisqu'on vous dit depuis 20 ans que le numérique va transformer le système de santé. On vous le dit encore aujourd'hui, que, n'inquiétez pas, l'espace numérique santé, ça va. Non. Parce que la technologie n'est qu'un outil. La technologie n'est pas une fin. La technologie, ce n'est pas une stratégie. D'accord ? Donc, la technologie prendra tout son essor quand on aura la bonne stratégie. Parce que l'essentiel de la technologie permet justement de faire vivre la nouvelle stratégie.
d'agir en amont, d'éduquer tout le monde. L'éducation, c'est l'information, ok, de permettre aux individus d'être acteurs. Comment voulez-vous être acteur quand vous n'avez pas véritablement, quand vous avez l'état de l'accès, vous en dire pour avoir passé quelques heures aux urgences, où j'attends toujours mon compte-rendu et les radios qu'on m'a fait il y a 4 mois. Mais c'est pas, c'est grand, c'est à Sud de Paris. Bon, donc voilà. Donc on arrête le blabla du truc. Évidemment, on ne peut pas intégrer les technologies dans le système tel qu'il est aujourd'hui, notamment avec son cloisonnement. Bon, je rappelle qu'en économie, on appelle ça le paradoxe de Solow, quand on a mis, qui est un grand économiste, qui a montré que quand on a mis des ordinateurs dans toutes les entreprises, on a vu qu'en fait, rien ne changeait dans la productivité, dans la capacité de produire avec les mêmes ressources. On s'est dit comment ça se fait, parce qu'on croyait que les ordinateurs, ça allait complètement révolutionner, que ça allait permettre d'aller beaucoup plus vite. Bon. Et en fait, on s'est aperçu que c'est 10 ans plus tard, quand il y a eu une phase post-investissement dans les ordinateurs, que les entreprises se sont transformées de façon organisationnelle. Ils se sont réorganisés, ils changé la façon de travailler. Et là, tout d'un coup, on a vu que tout d'un coup, tout le potentiel de la chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on ne changera pas la stratégie et les structures, on ne permettra pas à tout ce potentiel extraordinaire qui devrait quand même nous permettre d'avoir un système de santé dont on rêvait depuis des années. Hein, encore une fois, faut pas, on s'habitue à la fois à se dire on vous fait des colloques sur l'hyper-révolution du truc, et puis à la fois on constate la déchéance du système, parce que ça, tout le monde le voit, on est quand même obligé. Heureusement, le Covid a au moins fait qu'on ne vous parle plus, on ne vous bassine plus du meilleur système de santé du monde, où il n'y a pas de problème, qui était quand même le discours majoritaire du politique avant, ce qui lui permettait de ne pas aller voir. Bon, donc mon point, c'est de dire, voilà le diagnostic, et voilà ce que ça entraîne, ce que ça impose comme pensée stratégique. Alors, ça vous êtes, excusez-moi l'expression, mais vous êtes... pas obligé d'être d'accord, mais on va dire que c'est un fait. C'est un fait. Ça s'impose à nous. Et quand on travaille sur l'exercice d'un nouveau modèle, il faut quand même voir un diagnostic qui est fait et le comprendre. Hein, je suis entouré de médecins. Si vous n'avez pas le bon diagnostic et si vous n'êtes pas sûr de votre diagnostic, vous n'allez pas plus loin. Cherchez à l'avoir. Bon. Alors, 3 mots sur le traitement, même si c'est 3 ans de travail, donc et puis beaucoup de travail des uns et des autres avant, parce qu'on a essayé un peu d'essayer de mettre tout ça en commun. Il y a donc le nouveau système, il a 3 nouveaux piliers qui sont l'évolution de ce qui existe. On passe du soin à la santé, ce qu'on appelle globale. C'est-à-dire qu'on va pas de la maladie à la santé globale. Santé globale, c'est quoi? C'est la bonne santé et c'est la maladie. Hein, mais c'est surtout derrière tout ça, c'est agir sur tous les déterminants de santé. Vous savez que le système de soins n'agit que pour 20% sur votre état de santé. D'accord? Ce qu'on appelle les déterminants médicaux, c'est 20% de l'état de santé des populations. Quand vous allez dans les pays pauvres, vous comprenez très vite pourquoi. D'accord? Ce n'est pas le problème du soin, les pays pauvres, c'est que la qualité de vie est telle que vous ne vivez pas très vieux. Bon. Les 80% sont des déterminants économiques, sociaux, comportementaux et environnementaux. Donc vous voyez que le système, tel qu'il a été pensé en 1945, n'agit que sur... Il sous-investit de façon très importante dans les déterminants qu'on peut actionner pour vous permettre d'être en bonne santé. Donc vous voyez tout le potentiel qui reste à faire. D'accord ? Donc il faut penser dans cette approche holistique. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est que vous savez que notre système, c'est un système de gestion de l'offre de santé. Ségur gère des professionnels de santé, gère des hôpitaux. Bon. Et puis à un moment, quand on s'est dit, tiens, si on voulait maîtriser les dépenses, on n'a qu'à diminuer l'offre, et puis ça permettra de mieux maîtriser les dépenses. Bon. Mais vous savez, c'est une responsabilité collective tout ça. Il ne faut pas penser que certains économistes ont défendu ça avec ce qu'on appelle la demande induite, qui est quelque chose d'ultra marginal, mais où ils en ont fait des tonnes. Des médecins ont défendu ça en pensant que finalement, c'est vrai que si on est moins nombreux, nous, on a la quarantaine, ça va peut-être nous permettre de finir avant notre retraite, machin. Et évidemment, c'était une solution de facilité comme les politiques aiment, pour dire on agit.
Bon, parce que quand on est en responsabilité, comme dit Castex, il faut quand même qu'on agisse. Hein. Bon, donc on est tous responsables de ça. Donc il faut passer de cette approche par l'offre, par une approche par la demande, c'est-à-dire les besoins de santé. OK ? Parce que vous avez compris, je veux agir sur l'ensemble des déterminants, donc ces besoins de santé, il faut que je les évalue. Vous savez qu'aujourd'hui, le ministère, mais enfin personne n'est capable de vous donner une évaluation des besoins de santé dans tel ou tel territoire. On pilote 280 milliards, c'est-à-dire après les retraites, le plus gros budget de dépenses à l'aveugle, sans partir quand même des besoins, non, c'est mieux. Et puis ce qui est bien, c'est d'évaluer les besoins pour voir l'impact de notre politique. Mais personne ne se préoccupe. Donc, encore une fois, mon point, c'est juste de réfléchir pour dire que ce n'est pas la critique, c'est parce qu'il fallait commencer par quelque chose. On ne sait pas qu'on s'est planté, on ne s'est pas planté, sauf que maintenant, c'est une urgence de corriger ça. Bon, donc il faut partir de la demande. Ça veut dire qu'il faut partir du territoire, parce qu'une partie de la demande, elle dépend du territoire. Okay, il y a une demande, il y a des besoins qui sont communs, mais il y a quand même une territorialisation de ça. Et puis comme il faut que je gère au plus près de ces besoins, je ne peux plus gérer de Paris de façon centralisée. Vous voyez bien que tout échoue, parce qu'on voit bien qu'on arrive, et c'est pas vous pouvez mettre n'importe qui au pouvoir. Vous ne pouvez plus, dans ce nouveau système, avoir une gestion nationalisée, centralisée. Bon. La troisième chose, c'est qu'on est passé au tout État, pour une raison simple, c'est que vous savez que notre modèle de 45 n'était pas du tout un modèle étatiste. Hein, c'était un modèle qui prévoyait un État stratège et qui prévoyait une délégation de services publics aux assurés, aux représentants des assurés et aux acteurs du système. Donc c'est un système très avant-gardiste sur le plan de la gouvernance. Okay, mais tout ça, ça a vite volé en éclats. Une fois que l'État a dit c'est gentil, mais vu le niveau des dépenses, il y a eu pas mal de travaux qui ont essayé de montrer pourquoi on ne maîtrisait pas les dépenses, et je pense que c'est le péché originel de ces 25 dernières années, c'est qu'on est arrivé à la conclusion, des gens comme Raymond Soubi et tout ça, se sont dit, on a trouvé la solution, c'est en fait, il y a trop de liberté dans le système. D'accord ? Donc il faut que l'État reprenne les rênes du système et administre le système, c'est-à-dire contrôle davantage les acteurs, soignants et soignés. Et donc on est parti dans un rouleau compresseur où on arrive à la fin de ce parcours du rouleau compresseur où l'État aujourd'hui a absolument les commandes sur tout, mais y compris sur un plan microéconomique, dans des hôpitaux, dans des territoires. Hein, on a habillé ça pour dire non, il y a encore une sécu qui n'est plus du tout autonome. Non, mais il y a encore de la démocratie sanitaire et sociale, mais où les gens sont là pour habiller la chose. Mais il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir, c'est l'État. Qu'un seul. D'accord ? Y compris, encore une fois, à l'hôpital, où on a dit « je ne veux pas de contre-pouvoir, je veux que l'administratif ». D'accord ? Donc, nous n'avons pas les bonnes personnes qui pilotent le système. Et il y a des administratifs qui sont indispensables et qui sont remarquables, ce n'est pas le problème. Mais ces gens-là ne sont pas compétents pour diriger le système. D'accord ? Comment voulez-vous que le système fonctionne ? Moi, ce qui m'étonne, encore une fois, c'est que vous savez, cette évidence-là, c'est compliqué à la rendre évident pour tout le monde. Parce que, on va pas tout voir là, parce que je vois que c'était pas prévu sur la chose, mais donc ça veut dire qu'il faut repenser la gouvernance. Mais ça devrait être une évidence pour tous. Alors pas avec les gros trucs, on supprime les ARS, on supprime tout, et puis on met tout le pouvoir aux... Non, il faut un peu le penser, ce qu'on a fait. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'important dans une entreprise, dans une association, quand ce n'est pas les bonnes personnes qui pilotent, ça ne marche pas. Donc ce système, il ne peut pas marcher. D'accord ? L'État ne joue pas son rôle de stratège, de visionnaire, puisque vous savez que les dépenses sont gérées... Bon, je ne vais pas y aller dans le truc. Donc voilà, ça c'est les trois choses. Il faut recréer une démocratie sanitaire et sociale. OK ? En fait, c'est un problème éminemment démocratique, de repenser la gouvernance. Démocratie représentative, que doit faire l'État ? Démocratie participative, comment on rend les acteurs acteurs et qui pilotent le système ? C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, croyez-moi. Mais ça, c'est essentiel. Donc, ça se traduit en 2 minutes par 3 réformes structurelles. Il y a évidemment plein de choses, mais organisationnelles, de gouvernance, qui a le pouvoir dans le nouveau système, qui fait quoi organisationnel dans le système, comment on organise un peu les acteurs, qui a le pouvoir dans le nouveau système, qui a le pouvoir sur qui, hein, et le financement.
OK ? Comment je repense le système ? Bon. En 2 mots, l'organisation aujourd'hui est centrée sur l'hôpital. Quand je dis est centrée sur l'hôpital, c'est-à-dire que pour les pouvoirs publics, pour l'État, il existe une seule structure, c'est l'hôpital. Vous savez que le seul service public, c'est-à-dire le service qui est censé vous rendre accès aux services principaux de santé, c'est le service public hospitalier, créé en 1970 après, mais qui repose sur les ordonnances Debré de 1958. C'est pour ça qu'au début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics, ils auraient tous fait ça, se sont dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour gérer une crise sanitaire ? On a des hôpitaux publics. Donc on va en prendre 12 référents et tout. Puis tout ça a été vite saturé par le truc. On s'est dit, alors qu'est-ce qui existe d'autre ? Non mais faut comprendre comment parce que c'est ce qui s'est passé. Hein ? Bon. Donc les CRS, on leur a pas dit qu'il y avait autre chose. Bon. Donc, mais c'est comme ça Attends, juste, je finis en 3 ans. Après, je t'assure, je m'en vais, je vous laisse... Non, mais il faut rester. Non, mais parce que Mais juste au bout, parce que... la chose. Donc, de ce service public hospitalier, on passe à un service public territorial de santé. Okay ? C'est-à-dire un service public qui englobe l'ensemble des acteurs. Okay ? Je vous ai expliqué pourquoi il fallait territorialiser. Et juste un mot sur, parce que là vous allez avoir des libéraux, pas mal sur les choses, et ça nécessite un peu de pédagogie, on ne va pas faire ce soir, mais parce qu'il faut d'abord faire accepter aux hospitaliers qui ne sont plus le centre du monde. Et il faut faire accepter aux libéraux qui vont s'inscrire dans un système plus structuré. Parce que beaucoup de libéraux pensent qu'ils sont encore totalement autonomes et qu'ils ne sont pas. Hein. Bon, ceux qui ont un peu d'expérience dans le système ont bien compris que maintenant il n'y avait plus en fait de réelle autonomie. Il n'y a plus d'autonomie effective, mais il n'y en a plus. Donc il y a tout un travail quand même à faire autour de ça. Je rappelle qu'un service public, c'est 3 choses. C'est l'égalité, c'est la continuité et c'est ce qu'on appelle la mutabilité, c'est-à-dire la capacité d'adapter le service. Et la France est pionnière dans une chose, c'est la délégation du service public au secteur privé. Donc les libéraux qui pensent qu'ils ne sont pas là pour délivrer un service public ont le droit de le penser, mais c'est une vision totalement dogmatique, voire un peu sectaire. De la même façon que la fonction publique hospitalière qui pense qu'elle est la seule à délivrer un service public. Ce qui est le cas de beaucoup dans l'hôpital public, qui se dit, nous, on est quand même, heureusement qu'on est là, parce qu'il n'y aurait pas de service public. Non. Hein. Donc ça, c'est important. L'exercice libéral, c'est 3 choses. Hein. C'est la responsabilité individuelle des actes, c'est la liberté d'organisation professionnelle, et c'est la liberté de construction ou de fixation de son revenu. Ça, c'est propre à l'exercice libéral. D'accord ? Et le nouveau système, mais il n'y a rien qui empêche de conserver ces 3 piliers. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus de bouteilles que moi, et moi je ne suis ni exercice libéral ni médecin, donc j'analyse, mais d'autres trouveront. Mais globalement, vous pouvez très bien dans ce nouveau système, et il faut, parce que c'est la complémentarité du libéral et du salarié, il faut que ces 3 piliers perdurent. La deuxième chose dans la réflexion, dans la gouvernance, vous l'avez compris, c'est qu'il faut rendre l'État stratège et visionnaire. Vous dites comment vous faites ? C'est gentil, ça sont des mots, ça. Mais il faut des dispositifs. Eh bien, le dispositif, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans la défense ou dans la sécurité, c'est-à-dire qu'on demande à l'État, maintenant, Coco, tu vas me faire une feuille de route sur 5 ans. D'accord ? Et tu vas me fixer des objectifs à 5 ans, tu vas me faire un plan, un programme détaillé de comment tu réponds à ces objectifs, et tu vas me donner un budget de dépenses courantes et d'investissement à 5 ans. D'accord ? Et ça, on va le voter au Parlement. Donc la démocratie représentative, vous voyez que l'État... Et là, vous avez un vrai débat politique qui n'existe absolument pas aujourd'hui, ce qu'on appelle le budget, le vote du budget, l'ONDAM, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment qui est juste quelque chose de totalement opaque. Mais là aussi, il faut bien voir l'hystérie de la gestion des dépenses de santé en France. Mais on s'habitue à tout. Et puis, comme c'est plutôt plaisant de dire que, OK, c'est pas terrible, mais on peut vivre avec ça, que de dire, putain, c'est vraiment, mais c'est une honte de gérer, en termes d'inefficacité. On demande l'impossible de gérer un truc avec quelque chose qui est tout sauf un outil de gestion, d'accord, qui est un outil comptable qui permet de rentrer dans une chose.
Bon, donc il faut créer des dispositifs comme ça. Juste un mot, c'est que les territoires de santé, beaucoup depuis 20 ans, on a fait des petits pas dans la bonne direction. Hein, je ne suis pas en train de vous dire un truc totalement nouveau. Bon. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Quand vous avez un changement aussi radical d'environnement, la stratégie des petits pas ne marche pas. Il fallait au bout du système. Donc il fallait au bout de la territorialisation. Donc vous faites des territoires de santé pour tous les professionnels de santé. Et vous ne faites pas les territoires de santé pour les professionnels de santé, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, les territoires, c'est ce qu'on appelle CPTS, GHT, tout ça, ça n'a jamais été pensé pour les citoyens. Personne ici ne connaît son territoire de santé. Personne. Les CPTS, les GHT, ça vous dit? Non. Bon, c'est normal, c'est pas fait pour vous. Ce qui est un petit peu dans le nouveau système, un petit peu... Non, mais c'est pas... Parce que c'est comme ça que, puisqu'on est à gérer une offre, on essaie de mieux organiser l'offre, mais on ne se préoccupe pas du besoin. Donc là, je vous parle de territoire pour vous. 150 000 habitants, 450 territoires, sur les choses. Et puis bon, mais tout ça, ça se discute. Sur les choses. Et donc, ce territoire, il est piloté par les acteurs. Professionnels de santé, élus locaux, sous une forme associative, groupement territorial de santé, qui est un espace de décision, de débat, de dialogue, qui est ni administratif, ni financier, ni stratège. C'est pas là où on fait la stratégie, c'est ailleurs. D'accord ? Ça, c'est arrivé après pas mal de discussions avec l'ensemble des acteurs. PME qui sort. Donc, vous voyez, on repense la gouvernance. Le financement, on sort de ce financement absolument. Mais là aussi, vous voyez, je vous ai montré, on est dans des modes de gestion, de gouvernance et de financement, mais je vous assure, qui n'ont aucun sens. Nous sommes le seul pays au monde à dire qu'on va avoir une sécu, ou l'assureur principal, que l'on va compléter avec 450 assureurs privés qui vont gérer les flux supplémentaires et où on leur dit, où on finit par dire, finalement, on a une sécu qui fait principalement une chose, c'est de soigner les patients chroniques, puisque on est aux 2/3 de la dépense de la sécu juste pour 13 millions de personnes qui ont une ou plusieurs affections de longue durée. Et ça, c'est la pierre angulaire de la solidarité du système. Si notre système paraît encore, fait illusion d'être extraordinaire, c'est que c'est vrai que quand vous avez une pathologie grave, tout le monde est traité pareil parce que tout le monde est dans les mains de la Sécu. Comme quand d'ailleurs il y a une pandémie. Par hasard, vous n'avez pas vu d'autres financeurs que la Sécu dans la pandémie. Bon. Donc ça serait si les autres avaient une importance dans la gestion du risque. Absolument. 3% du... Bon, mais ça, c'est... Bon, donc, évidemment... Non, mais, encore une fois, je me fais que des amis depuis quelques années que j'essaye d'expliquer ça, mais vous voyez que... Enfin, vous le voyez ou vous ne le voyez pas, mais ce système, il est ultra coûteux. Il faut savoir qu'on est les champions du monde après les Américains, puisque les Américains ont été au bout de la logique. Et attention, parce que nous pouvons tomber vers un modèle à l'américaine qui ferait une crise sociale majeure dans le pays, parce que ça ne serait pas accepté culturellement. Mais c'est-à-dire qu'on a des dépenses administratives qui sont de l'ordre de 16 milliards d'euros, là où ils sont, c'est-à-dire 6% de la totalité des dépenses, là où ils sont moitié moins dans les autres. Bon, dépenses totalement improductives que vous payez. D'ailleurs, parce que ce que l'on fait maintenant pour essayer de pousser ce système plus loin, c'est qu'on vous vend la santé gratuite. D'accord ? On vous dit, t'inquiète pas, tu ne vas pas payer. Et les gouvernements, main dans la main avec les assureurs privés, vous vendent ça. Donc vous disent, mais regardez, on a le reste à charge le plus bas au monde. Vous n'allez même pas à payer vos lunettes. C'est pas beau, ça ? Mme Buzyn, elle a dit, moi, j'ai fait mon rêve. J'ai rendu les lunettes gratuites. Imaginez quand même. Bon, c'est une aberration de faire payer vos lunettes par un assureur sans rien payer du tout. Ça vous coûte tellement plus cher. L'assureur, il a sa marge, il a ses coûts administratifs, et donc, vous voyez, et puis il faut qu'il fasse du naming dans les bateaux et dans les trucs, donc ça coûte de l'argent tout ça. Bon, qui essaie de se différencier. À défaut des services, il se différencie par les dépenses de communication. C'est 10 milliards d'euros de moindre rentrée fiscale et sociale pour les contrats collectifs, et c'est 10 milliards d'euros qui peuvent être évités pour les entreprises qui payent 50% des contrats collectifs. C'est un système illisible pour le citoyen, vous ne savez pas qui paye quoi, et c'est une mauvaise, c'est une gestion du risque financier peu efficace, puisqu'on reste un des pays avec un niveau de renoncement pour des raisons financières élevé. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus ?
Eh bien, je ne sais pas, mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il n'y a pas un politique qui vous propose de changer le système, à part M. Mélenchon qui dit 100%, on rembourse 100% pour le truc. Mais le problème, c'est qu'être caricatural et excessif fait que ce n'est pas audible et que ça ne change rien. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas un seul débat là-dessus. Alors, ok, c'est peut-être compliqué, mais putain, si on veut diriger ce pays, il faut au moins le comprendre. Donc il faut passer à un seul financeur par prestation. Et ce financeur, si on ne veut pas un modèle à l'américaine, ça peut être que la Sécu. Et que les assureurs privés sont en supplément, c'est-à-dire sur certains paniers de soins, vous les mettez en assurant supplémentaire. Parce que là aussi, dire qu'on va les écraser, mais sous un modèle mutualiste. C'est-à-dire sur un modèle d'affiliation individuelle et avec une vraie mutualisation sur l'ensemble de la population. Okay, il y aura toujours un modèle assurantiel pur et dur à la marge du système pour ceux qui veulent aller accoucher ou aller se faire opérer avec 20 cm de moquette. Ce n'est pas le problème, ça. Il y a un pays libre, mais c'est à la marge du système. D'accord ? Le financement, c'est les modes de paiement. Comment on paye les acteurs ? Là, c'est un peu moins accoucher ou aller se faire opérer avec 20 cm de moquette. Ce n'est pas le problème, ça. Il y a un pays libre, mais c'est à la marge du système. D'accord ? Le financement, c'est les modes de paiement. Comment on paye les acteurs ? Là, c'est un peu moins hystérisant que ça l'a été, mais on a à peu près fait aussi tout et n'importe quoi avec ça. Et ce n'est pas la faute uniquement des gouvernements, il y a toujours des pressions qui sont faites. Mais enfin, appliquer la tarification à l'activité, c'est-à-dire de dire je vais payer au séjour, donc à l'acte que je vais prédéterminer avant la fin de vie, imaginez-vous quand même, comment est-ce qu'on marche sur la tête ? Vous rentrez en fin de vie, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 semaines, eh bien, on paye ça, l'activité en 10 ans, c'est plutôt 3 jours. Donc en fait, vous avez les infirmiers, les infirmières qui ont plutôt la pression, parce que leur dire, attends, il est encore là, Gérard, parce que là, ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours, et je te signale qu'au bout de 3 jours, nous, on ne gagne rien. Donc on ne peut pas le ressortir et le re-rentrer, ou on ne peut pas. Bon. Voilà, donc vous voyez comment... Non mais, et voilà, et ça, on ne change rien. Bon. Donc il faut une pluralité de modes de paiement qui permettent d'améliorer les revenus, parce que les médecins sont souvent... ils ont l'impression... Ils sont mal payés à l'acte, parce que l'acte est dévalorisé. Enfin, les 25 € aussi, ça choque pas grand monde. Pas grand monde. 25 €, c'est 12 € dans la main de votre médecin généraliste, hein, après les charges. Vous connaissez aujourd'hui un corps de métier qui accepte bon, et même sans les professions. Mais on vit avec. On vit avec. Vous voyez aussi comme quoi accepter des choses qui finalement nous plaisent. Et pourquoi on vit avec ? C'est que c'est quand même plus facile et plus plaisant que de se dire ah ouais mais t'es gentil, comment on change ? Parce que là en effet ça demande un peu de travail. Donc il faut diversifier les modes de paiement parce que vous ne payez pas tous les types d'actes de la même façon. Okay. Voilà un petit peu quelques mots, parce que, désolé, ça peut être un peu décousu, mais j'espère vous avoir convaincu de 2 choses. C'est que, 1, il faut qu'on partage un diagnostic qui était prévisible déjà depuis plusieurs années, mais pour lequel il y a des vraies solutions qui nous tendent les bras, et pour lesquels il faut trouver un consensus. C'est pour ça que nous, sur la centaine de personnes sur l'Institut Santé, vous avez des gens qui sont de gauche, de droite, qui sont des statuts fonction publique, qui sont dans des syndicats très radicaux dans la fonction publique, puis on a des syndicats qui sont plutôt radicaux dans le libéral et tout, et on essaie de trouver des points d'équilibre. D'accord ? Parce que vous ne le faites pas au forceps. Parce que le futur système de santé, qui devrait être une évidence dans sa conception, c'est pour 50, 70 ans. Donc il faut un consensus comme en 1945. Hein. Consensus, c'est CNR, plus qui a travaillé. Hein. Puis après, consensus des communistes aux gaullistes. Donc il faut le trouver. Merci. Merci beaucoup.